Oui, pour l'émission de vendredi. Mais oui, on va trouver un sujet. Tu sais que mardi, il y a le carnaval au collège. Ah, du coup tu vas te déguiser? Ouais, je vais me déguiser en Stitch. Ah, du coup tu seras toute verte? Bah non, Stitch, il est bleu. Ah bon? Ouais. Tu veux choisir un livre? Ouais. Tu veux prendre n'importe quel livre? Prends celui que tu veux. Dis-moi, cousin, c'est quoi l'épuration? L'épuration. Louis, aide-moi. C'est quoi l'épuration? L'épuration est la purification de la France des collaborateurs. Cette purification est née dans le milieu résistant dès les premiers mois de l'occupation nazie. Elle est notamment mentionnée dans la presse clandestine résistante au début de l'année 1943. Le terme d'épuration apparaît même dans une ordonnance du Comité français de la libération nationale du 18 août 1943, qui institua une commission d'épuration. Néanmoins, cette épuration s'est faite de manière différente, selon la période et les lieux. Oh, regarde, ils ont battu à mort le monsieur. Hein? Mais je peux pas te laisser lire ça. Mais pourquoi? Mais c'est beaucoup trop violent. Oh. Mais dis-moi Louis, l'État il intervenait pas là-dedans? Comment ils ont pu laisser faire ça? En effet, Romain, on peut distinguer l'épuration extrajudiciaire de l'épuration légale. La première commence sous l'occupation. Elle est aussi appelée épuration sauvage. L'épuration est un phénomène qui mêle la joie de la libération, la volonté de vengeance envers les personnes qui ont ou sont supposées d'avoir collaboré, et les règlements de compte. En 1944, avec la libération progressive de la France et le désordre causé par l'effondrement du régime de Vichy, le sentiment de révolte vis-à-vis de ceux qui ont collaboré cause de nombreux lynchages et des règlements de compte. L'épuration extrajudiciaire vise en particulier les derniers soldats allemands, les collaborateurs et toutes celles et ceux qui sont suspectés d'avoir fraternisé avec l'ennemi ou d'avoir, d'une quelconque façon, profité de sa présence. Toutes les personnes considérées comme ayant collaboré avec les occupants nazis sont exécutées. Ainsi, des membres de la milice sont exécutés sommairement en Haute-Saône. Et à Dijon, un commissaire de police est lynché. Des collaborateurs sont arrêtés, fusillés ou pendus. Des femmes sont accusées à tort ou à raison d'avoir entretenu des relations avec l'occupant allemand. Ces femmes sont souvent humiliées et tondues, parfois même marquées au fer rouge. On estime qu'il y a 10 000 victimes exécutées et 20 000 femmes tondues. Maintenant, l'épuration légale. Cette épuration reste limitée car le gouvernement provisoire de la République française avait prévu cela et des mesures sont prises pour remettre l'ordre et pour éviter la guerre civile. Dès octobre, les cours de justice sont institués dans chaque département, ce qui permet les débuts de l'épuration légale. Tout d'abord, en 1943, lors de la création du Comité français de la libération nationale, ses membres décident l'instauration d'une commission d'épuration. La commission d'épuration fut chargée d'enquêter sur les faits de collaboration. Présidée par François de Menton, un responsable du mouvement résistant, l'épuration a pour but de traduire en justice, dès que les circonstances le permettront, le maréchal Pétain et ses ministres, ceux qui avaient capitulé ou porté atteinte à la Constitution, ceux qui ont collaboré avec l'ennemi. À la Libération, François de Menton devient ministre de la Justice dans le gouvernement provisoire de la République française. C'est le GPRF, c'est le nom donné au régime politique et aux institutions correspondantes qui ont dirigé la métropole et son empire du 3 juin 1944 au 27 octobre 1946, date de l'entrée en vigueur de la 4ème République. Ce gouvernement provisoire considéra comme illégitime, nul et non avenu le régime de Vichy qui s'acheva le 20 août 1944. François de Menton était notamment chargé du procès du maréchal Pétain et de l'épuration de certains fonctionnaires du régime de Vichy. En août 1944, dans le cadre de l'épuration, il soutient et instaure le crime d'indignité nationale. Par la suite, il fut nommé par le général de Gaulle procureur au tribunal de Nuremberg, tribunal qui jugea les plus hauts dignitaires nazis accusés de complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Il donna du crime contre l'humanité la définition suivante. Crime contre le statut d'être humain, motivé par une idéologie qui est un crime contre l'esprit, visant à rejeter l'humanité dans la barbarie. En 1944, le GPRF pose le cadre de la future épuration légale. Les représentants sont chargés d'encadrer la transition démocratique et d'encadrer l'épuration. Certains lieux sont réutilisés pour servir de prison.
Quelques jours après la libération, Montluc se retrouve au centre du dispositif judiciaire mis en place dans la région lyonnaise. La prison devient alors un centre de détention de la justice pour les collaborateurs et les criminels de guerre allemands et français. Plus de 900 personnes sont ainsi emprisonnées à Montluc dès octobre 1944 en attendant d'être envoyées devant l'une des institutions créées par le GPRF. Les condamnés ont un statut spécifique. Ils ne peuvent plus travailler dans l'administration. Cela permet de les écarter des postes importants. Mais l'épuration se fait aussi dans les médias. Les célébrités collaborationnistes sont rejetées et il est très mal vu de faire affaire avec celles-ci. Les directeurs de journaux collaborationnistes sont éjectés, voire tués. Les chefs d'entreprise ayant soutenu l'effort de guerre allemand et ceux qui se sont enrichis sont eux aussi écartés. C'est le cas de Louis Renault qui est accusé de collaboration avec l'Allemagne. En effet, Renault aurait fabriqué du matériel de guerre pour les Allemands. En tant qu'actionnaire à 96%, Louis Renault est personnellement tenu responsable pour cette collaboration enthousiaste. Ainsi, en 1945, pour punir l'entreprise Renault, l'État décide la nationalisation de l'entreprise. Mais encore aujourd'hui, ses 8 petits-enfants contestent cette accusation et mènent de nombreux procès pour réviser cette sanction. En effet, certains défendent Renault en arguant qu'il n'a jamais fait fabriquer de matériel de guerre et qu'il s'en est tenu à de simples réparations. De plus, celle-ci aurait été faite dans des ateliers réquisitionnés par les Allemands sous la direction de leurs ingénieurs et avec leur personnel. Une épuration s'opère aussi dans les médias, qui ont eu leur importance durant la guerre. Aussi stratégique que symbolique pour la propagande, les journaux et la radio ont eu leur lot de figures collaborationnistes, des cibles privilégiées pour les Français libres qui n'ont pas attendu la libération pour s'y attaquer. C'est par exemple le cas de Philippe Henriot, célèbre orateur à Radio Paris, qui s'y engageait pour le régime de Vichy, en devient secrétaire d'État en janvier 1944. Néanmoins, il est surtout connu pour ses chroniques collaborationnistes et antisémites. Il en paye le prix de sa vie le 28 juin 1944 lorsqu'il est battu à mort par un groupe de résistants, ce qui donnera lieu à une dernière opération de propagande allemande dans une chronique intitulée « Il disait la vérité, ils l'ont tué ». Les journaux sont les principales cibles de l'opération d'épuration visant les médias. Tous ceux ayant relayé la propagande nazie ont simplement été fermés ou saisis. On peut notamment citer le Petit Parisien, devenu aujourd'hui Le Parisien. En Alsace, où la population a été particulièrement marquée par l'annexion, l'épuration prit d'autres proportions. Effectivement Louis, je me trouve maintenant à Spechbach en Alsace. L'Alsace est une région où l'épuration a été particulière. En effet, l'Alsace a eu un statut spécial durant la Seconde Guerre mondiale, puisque c'était une région annexée. Je me trouve maintenant en compagnie d'Amandine Gogler, chercheuse en histoire de la Seconde Guerre mondiale. Amandine, peux-tu nous rappeler la situation particulière de l'Alsace durant le Reich ? De 1940 à 1944, l'Alsace fut annexée au Reich et a donc dû se soumettre à des règlements spécifiques sous le commandement du Gauleiter Wagner. Chaque village avait son représentant du parti nazi, les jeunesses hitlériennes accueillaient les moins de 18 ans et les jeunes de 18 à 25 ans étaient soumis au RAD, Reichsarbeitsdienst, le service de travail du Reich. Et qu'en est-il de l'épuration en Alsace ? Lors de l'épuration, les autorités françaises détiennent 20 000 citoyens considérés comme collabos, dont presque la moitié proviennent d'Alsace. À la libération, la répression est féroce. Sur simple dénonciation, on enferme ou on expulse. Au Struthof ou à Schirmeck, dans les camps installés par les parents sur le territoire alsacien, des milliers de suspects sont internés, dont 300 enfants âgés de 8 jours à 15 ans. La chambre civique de Colmar détient le record de France pour le nombre de procès et de condamnations de présumés collabos. Bon, j'espère que t'as tout compris maintenant Lucille, même si on n'a pas pu tout expliquer. Ouais, enfin, c'était difficile quand même. Après c'est normal, hein, même les historiens en débattent encore dessus aujourd'hui.